Auria Bentoani n'a pas pu être là au dernier moment, mais a accepté très généreusement de quand même faire la conférence à distance. Du coup, je pense qu'Auria, si tu vois la salle, il y a beaucoup de monde qui est présent, a priori des masters genre lettres et peut-être d'ailleurs aussi de l'extérieur de la fac pour assister donc à cette conférence de la dernière séance du coup de notre séminaire études sur le genre, théorie féministe, approche intersectionnelle. Olivia Bentoani, qui est philosophe, maîtresse de conférence HDR à l'Université de Toulouse 2. Elle est l'autrice de plusieurs ouvrages importants d'introduction notamment aux théories critiques de la race en français, sur aussi les enjeux post-coloniaux et culturels. Il y a un petit ouvrage de synthèse publié au FUS en 2015, Race, culture, identité. Et son ouvrage le plus récent, je pense qu'elle va en partie nous parler aujourd'hui, c'est un ouvrage intitulé Judith Butler, Race, genre et mélancolie, qui interroge les articulations entre les théories critiques de la race et les théories queer, notamment impulsées ou inspirées par l'œuvre de Butler, qui, comme vous le savez, est une théoricienne importante des études de genre anglophones depuis une trentaine d'années. Elle nous présente du coup aujourd'hui une conférence intitulée Sans visage et sans famille, penser le racisme à partir des théories queer, du genre et de la sexualité. Et puis je te laisse la parole, Auréa. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Oui. Oui, très bien. Tout d'abord, je voudrais remercier donc Marie-Pierre, Touria et Bérénice pour l'invitation. Et je vous présente encore mes excuses, voilà, de ne pas être présente aujourd'hui. J'aurais beaucoup voulu, mais malheureusement, voilà, à la fois mon sens de la, ils ont des, voilà, avec les déplacements, j'ai eu un petit souci j'ai raté mon train pour tout dire. Donc voilà. Alors aujourd'hui, oui, j'ai donné à cette conférence donc, le nom de Sans visage et sans famille, penser le racisme avec Judith Butler, parce que il m'a semblé que l'un des points aveugles, disons, de l'approche des réflexions et voire des commentaires sur l'œuvre de Judith Butler était précisément ces dialogues constants avec les théoriciens et les discussions aussi, hein, je vais en parler, constantes avec les théoriciens et théoriciennes de la race. Or, précisément, donc, ce que j'ai voulu faire dans cet ouvrage, c'était un peu exhumer une pensée critique du racisme à partir vraiment de sa conceptualisation, de sa problématisation des questions autour du sexe, du genre et de la sexualité. Donc, c'est vraiment cette imbrication-là que j'ai voulu mettre en avant et exhumer dans son corpus. Donc ça, disons, c'était pour troubler une certaine réception, pardon, de l'œuvre butlérienne dans le champ francophone et notamment français. Et par ailleurs, il y a une démarche aussi, disons, qui est fortement aussi politique pour comprendre en fait les formes d'articulation et d'alliance qui peuvent exister entre des mouvements, disons, qui se revendiqueraient comme étant davantage centrés autour des questions, disons, de genre, de revendication autour des questions de genre, d'identité de genre, et puis le mouvement, disons, antiraciste en France. Et il s'agissait d'autre part aussi, pardon, de montrer comment également, parce que je viens aussi de ça, le mouvement antiraciste en France pouvait justement gagner disons, à entrer en conversation aussi avec ce corpus. Donc, mon objet aujourd'hui, c'est de penser le racisme, donc, à partir notamment de la démarche de Judith Butler en phénoménologie politique. Je vais revenir dessus pour montrer combien c'est important, en fait, cette question de la phénoménologie politique pour appréhender le racisme. Parce que quand on parle de phénoménologie politique, finalement, c'est la manière, enfin, quand on va s'interroger sur la manière dont les corps apparaissent
et les lieux où ils apparaissent, la manière dont ils apparaissent vis-à-vis de certains autres corps sociaux, notamment, on le verra, vis-à-vis des forces de l'ordre. Mais il s'agit aussi donc de penser le racisme à partir de tout ce qu'elle a mis en avant, disons, autour des analyses biopolitiques de la race, en prenant appui sur sa propre conceptualité autour de la vulnérabilité, des vies précaires, et qui vont être redéfinies du coup comme des vies non protégeables et donc violentables en tant que telles. Ah mince. Je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Du performatif. C'est le cas également. Auria, excuse-moi, ça a coupé un petit moment. Est-ce que tu peux revenir un tout petit peu en arrière à partir de la question de la vulnérabilité? D'accord, ok, très bien. Oui, oui, oui. Donc, j'ai aussi d'aborder donc la question du racisme chez Judith Butler à partir de ses concepts de vulnérabilité et de vie précaire, c'est-à-dire de vie telles qu'elles sont abordées à partir du fait qu'elles sont non protégeables et donc violentables. Donc, on peut mettre en évidence cette question du racisme chez elle, telle qu'elle est abordée frontalement dans ses écrits, qui porte explicitement sur la guerre ou le terrorisme, mais aussi déjà donc, dans ses écrits sur l'insulte raciale. Ça va, vous m'entendez? Non? C'est bon? Parce que je me demandais si elle a encore des coupures. Donc, dans Le pouvoir des mots, bien sûr, discours de haine et politique du performatif. Dans Vie précaire, les pouvoirs du deuil et de la violence après le 11 septembre 2001, ou encore donc dans Vers la cohabitation, judéité et critique du sionisme. Alors, mais en réalité, on voit dans ces ouvrages, mais aussi dans la plupart de ces articles sur le genre, que ce soit notamment à travers la notion de mélancolie ou de mort sociale, une transversalité thématique autour des questions de race et de genre, et donc une conversation qui affleure déjà avec les théories critiques de l'esclavage notamment et de la race, avec des autrices qui ont peu reçu notamment d'attention de ce côté-ci de l'Atlantique, comme l'historienne et écrivaine Saidiya Hartman, dont d'ailleurs Maboula Soumaoro vient de publier la traduction de son très beau livre qui s'appelle en anglais Lose Your Mother, mais qui est À perte de mère en français, ou encore donc tous les dialogues qu'elle mène avec donc Gayatri Spivak, Gloria Ansaldoa, Toni Morrison, etc. Donc, si j'ai choisi de m'intéresser à la manière dont Butler se confronte au racisme et à la manière dont il existe également une normativité du racisme qui s'applique au corps, qui vient conformer les corps et leur idéalité, c'est parce qu'il me semble que l'on peut saisir une spécificité du fonctionnement du racisme grâce aux outils analytiques développés par les études sur le sexe, le genre et les sexualités. Il y a donc quelque chose d'heuristique pour les études sur le racisme que de les confronter aux études aux études queer, plus particulièrement, mais aussi je pense qu'on peut avoir une connaissance plus approfondie des dynamiques de racialisation au cœur des sociétés si l'on fait attention à l'intimité du rapport qui existe entre sexe, race et classe, notamment pour rendre raison de l'expérience des personnes queer non blanches qui sont à l'intersection de multiples oppressions et qui, sans cela, c'est-à-dire sans cette justement compréhension imbriquée des rapports sociaux, eh bien, cette expérience-là serait inintelligible. Donc toute l'idée aussi est d'une certaine façon de rendre intelligibles ces expériences-là, en plus d'avoir une connaissance plus approfondie du mécanisme du racisme et du mécanisme de production des normes de genre. Donc, j'ai adopté une approche décoloniale du corpus et de la conceptualité butlerienne, en réinsérant en fait le corpus et la conceptualité, la problématisation butlerienne dans l'historicité des rapports de pouvoir, et notamment donc dans l'histoire de l'esclavage transatlantique et des colonisations, pour rematérialiser les expériences ou les scènes qu'elle évoque en fait à travers ses ouvrages. Je vais revenir dessus. Puisque
l'une des plus grandes, formes de problématisation, disons, que Butler met en avant, c'est cette manière précisément, à travers le genre, dit-elle, ce qui montre le pouvoir des normes, c'est notamment cette idée que la catégorie d'humain est attribuable simplement justement à un certain type de conformité de genre, donc à certains corps, etc. Donc la manière de déshumaniser, en fait, de dégrader, de descendre dans l'échelle de l'humanité, se fait à travers des normes de genre. Et ce qu'elle pose par ailleurs, et de manière un peu plus, disons, implicite, c'est qu'elle dit de manière imbriquée avec elle des normes raciales. Donc la manière dont j'ai abordé donc le racisme le racisme tel qu'elle l'aborde chez Butler, ça a été donc de saisir ces questions-là, de les reprendre à nouveau frais, c'est-à-dire les questions qu'elle se pose telles que qui peut apparaître dans l'espace public, dans l'espace privé aussi, c'est important, je vais y revenir aussi. Qui peut apparaître, qui peut faire famille? Ce sont les 2 grandes questions chez elle, par lesquelles elle aborde dans ses ouvrages, par exemple Antigone, autour de la question de la parenté, donc, et notamment autour des questions au moment de l'épidémie du VIH-Sida, comment comprendre justement les formes de famille ad hoc qui se sont formées dans le cadre des deuils des personnes mortes du VIH-Sida. Donc, ce sont ces 2 grandes questions-là que j'ai reposées à nouveau frais d'une certaine façon pour voir comment est-ce qu'elles s'articulaient précisément à une certaine pensée critique du racisme. Donc, c'est selon cette double orientation analytique, phénoménologique et biopolitique que l'on peut saisir à la fois la production du racisme imbriqué à la production normative du genre et de la classe, et que l'on peut voir aussi les effets d'une telle production. Donc, j'aimerais procéder en 3 temps pour montrer donc comment une approche renouvelée du racisme en dialogue avec la théorie du genre de Judith Butler permet d'abord de repenser la question du sujet du féminisme, c'est-à-dire l'ontologie du féminisme, dont on sait évidemment combien son ouvrage phare Troubles dans le genre a contribué justement à venir déstabiliser, du point de vue philosophique et politique, la catégorie même du sujet femme, et en a fait un signifiant instable. C'est-à-dire à partir de quand est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on a besoin de savoir, par exemple pour militer en tant que féministe, d'abord de dire qu'est-ce qu'une femme ou qui est une femme? Est-ce qu'on doit partir en fait d'une définition telle? Et donc tout dans le genre, c'est de dire l'indétermination en fait du sujet femme qui justement est produit performativement dans les mobilisations. Ensuite, donc deuxièmement, se repencher comme ça sur la question de la race chez Butler, ça permet de repenser, selon moi, la production phénoménologique du racisme. C'est-à-dire que j'aimerais montrer, grâce à ce qu'elle a appelé les cadres d'intelligibilité de la perception, comment est-ce que finalement elle arrive à produire une analyse imbriquée des masculinités et des féminités non blanches, en montrant la spécificité de leur exposition à la blessure. Et donc une vulnérabilité qui est ici ancrée dans une expérience de la non-blanchité. C'est important. Et l'effacement du visage, précisément, je vais revenir aussi, joue un rôle important dans le processus de cette déshumanisation, bestialisation préalable à l'infliction de la blessure, à la violation en tant que telle. Donc ça permet, elle propose finalement une phénoménologie, notamment du racisme, qui va au-delà, par exemple, de la simple discrimination, on va dire, en fonction du phénotype. Souvent, quand on dit une approche phénoménologique du racisme, ça va être la discrimination simplement, discriminer entre les gens en fonction de leur phénotype, de leur allure, etc. Et là, elle apporte à cette question de la phénoménologie une profondeur et une densité historique voilà, dont je ferai part et qui, selon moi, renouvelle aussi la question de la phénoménalité de la race.
Enfin, donc, dans un troisième temps, j'aimerais montrer non pas le caractère blessant de l'insulte raciale, ce qui va de soi, mais comment, en fait, Judith Butler montre que son énonciation est produite dans un contexte qui rend méconnaissable sa charge infamante, ce qui vient alimenter un certain racisme ordinaire et ce qui va le transformer alors en forme de micro-agression, par exemple, mais dont elle va essayer de montrer justement le caractère structurel qui va au-delà des relations interindividuelles. C'est-à-dire que même dans la scène de la fameuse scène d'interpellation par l'insulte raciale, il y a quelque chose de bien plus grand justement que ce face-à-face, je veux dire, entre deux personnes ou deux groupes en tant que tels. Et j'en profiterai alors pour revenir donc sur les débats entre Judith Butler et les discussions qu'il y a eu, et des accords du coup, entre Judith Butler et la Critical Race Theory concernant l'approche des insultes raciales et notamment vis-à-vis de l'attitude à tenir au regard de l'État, des demandes de l'État, de réparation, de protection. Qu'est-ce qu'on fait de ces demandes-là? Alors, première chose, donc, c'est le sujet du féminisme et repenser le sujet du féminisme, la question, en fait, c'est vraiment repenser la question du sujet du féminisme telle que la philosophe le pose dans Trouble dans le genre, en venant la troubler, si on veut, à l'aune d'une autre histoire, on va dire ça comme ça, dans les formes de revendication et notamment d'une certaine féminité qui vient d'une histoire raciale qui est celle donc de l'esclavisation des femmes et notamment en l'occurrence des femmes afrodescendantes. Alors, cette question, c'est là où j'ai voulu mettre en dialogue, enfin pas en dialogue, mettre en miroir, pardon, deux formes de revendications féministes en tant que telles. Donc celle évidemment dont elle discute dans Trouble dans le genre, qui est la fameuse assertion donc, de Monique Wittig, donc les lesbiennes ne sont pas des femmes. Donc cette idée de retrait en fait qui marque le lesbianisme politique, hein, de retrait hors de la catégorie des femmes, pour dire que c'est par le sexe, et notamment donc par la sexuation en l'occurrence, qu'il y a une forme d'asservissement et d'infériorisation des femmes. Donc, pour abolir le sexe, il faut abolir la catégorie femme et donc s'en extraire complètement. Et puis, l'autre formule qui a été utilisée, qui a une grande résonance, mais dans une autre histoire du féminisme, qui est celle de l'abolitionnisme, qui est mêlée à l'abolitionnisme de l'esclavage, c'est évidemment, maintenant c'est très connu, donc le fameux « Ne suis-je pas une femme » de Sojourner Truth. Donc, qu'est-ce qu'on fait en fait à 100 ans de distance, un peu plus de 100 ans, donc de ces deux formes de revendication, l'une donc qui revendique en fait une assomption dans la féminité, d'être reconnue dans cette catégorie du féminin, parce que précisément l'une des formes de racialisation, et notamment des femmes esclavisées, a été de les déchoir, de dire qu'elles ne sont pas des femmes, de les déchoir de cette catégorie-là, pour construire en contrepoint donc une figure de la féminité, et notamment la féminité de la manatée blanche, etc. Donc, voilà le contrepoint monstrueux, on va dire, de cette féminité blanche. Et puis donc ce fameux, cette auto, j'allais dire, proclamation du mot d'ordre en même temps, qui est important, hein, politique, donc du lesbianisme politique, et qui dit que les lesbiennes ne sont pas des femmes. Alors, c'est intéressant parce que par ailleurs, Wittig, elle pose aussi dans ce même texte, donc, qui est celui de la conférence de la pensée straight, que pour avoir un peu une idée aussi de ce que c'est que l'oppression des femmes, eh bien, il faut considérer il faut faire l'analogie, le rapport entre les esclaves noirs au masculin aux Amériques. Elle pose vraiment cette idée-là, en Amérique du Nord, elle dit. Et puis la situation des femmes. Et pour s'en libérer, eh bien, il faut marronner, il faut fuir, etc. Donc, il faut fuir hors de... Donc, l'hétérosexualité obligatoire fait figure de la plantation. En fait, métaphoriquement, la plantation devient l'équivalent, voilà, métaphorique, on va dire, de l'hétérosexualité obligatoire
et qu'il faudrait fuir pour véritablement développer une existence politique lesbienne. Donc, on voit déjà dans cette, il y a dans cette manière de penser finalement le trouble de la féminité, cette idée que le sexe serait nécessairement oppressif, en fait, quelque chose qui, disons, est mis en contre. Pardon. Donc, en fait, ce que j'ai voulu mettre en avant, pardon, c'était qu'il y avait dans cette, dans ces interpellations, on va dire, minoritaires, notamment, voilà, du point de vue de Sojourner Truth, quelque chose aussi qui vient réinterroger également l'histoire, j'allais dire, des revendications féministes et qui vient prendre en compte, pardon, une autre histoire de la corporéité féminine et qui n'est pas nécessairement la même. Et en l'occurrence, donc, il y a d'une certaine façon un point aveugle, clairement, notamment chez Monique Wittig, mais ce n'est pas la seule, hein, dans ces formes d'analogie-là avec l'esclavage, qui oublie tout simplement, notamment les femmes noires esclaves, par exemple. Quand on fait ce rapprochement-là, qu'en est-il alors des femmes noires esclaves? Où fut-elle dans ce cas-là? Alors ensuite, donc ça c'était voilà, c'est une première manière de le penser qui a été bien mis en avant aussi par notamment voilà, Angela Davis par exemple, pour repenser le sujet du féminisme à partir de ces manières justement dont la différence sexuelle recoupe finalement une différenciation raciale. C'est vraiment cette idée-là de comment est-ce qu'elles sont entremêlées et qu'il y a dans la manière de produire comme ça des différences anthropologiques, ça ne fonctionne pas du tout de manière selon des logiques séparées, mais bien de manière entrelacée. Ensuite, le deuxième point donc, sur lequel je voulais insister, c'est que, c'est comme je le disais, donc, leur propose une phénoménologie du racisme à partir donc à la fois de sa propre, parce qu'elle vient de la phénoménologie, donc de sa propre théorisation phénoménologique, mais également aussi de toute une phénoménologie qui vient de la théorie critique de la race, notamment de George Yancey, qu'elle a lu. Et elle rend compte dans son fameux article qui n'a jamais été traduit en français, qui s'appelle White Paranoia, donc paranoïa blanche, qui est sur l'affaire Rodney King, où elle rend compte justement de qu'est-ce que ça veut dire finalement, comment est-ce que le racisme fonctionne de manière qui trouve nos catégories de la perception. Et notamment qu'il ne s'agit pas simplement de comprendre quand on perçoit quelqu'un, justement, dans le cas du racisme, on perçoit beaucoup plus qu'une personne, qu'une singularité, etc., ou des coordonnées, un contexte qui serait contemporain, en fait, entre ce qui est vu et la personne qui voit. Il y a quelque chose comme une décontextualisation qui s'opère. Et le fait est que, dit-elle, quand des policiers, notamment les policiers, donc Rodney King, vous vous souvenez, donc c'est cet homme qui a été tabassé suite à un contrôle de vitesse sur une autoroute. Et puis, donc voilà, lorsqu'il est interpellé, tabassé à plusieurs reprises, etc. Et dit-elle, donc ce que ces policiers ont vu, ça a été un péril. C'est pas simplement une personne, mais c'est un péril, c'est un danger, etc. Et que chaque mouvement du corps effectué par Rodney King, lorsqu'il a été disséqué, on va dire, au moment du procès de ces policiers, eh bien, il a été considéré comme un mouvement d'agression. Donc, tous les mouvements de défense, de protection de soi, etc., ont été retraduits comme des formes d'attaque, d'agressivité, etc. Donc, ce qu'elle dit là, c'est qu'il y a eu une transvaluation, en fait, de la Yancey, d'une certaine manière. C'est-à-dire que ce qui était considéré comme une passivité, d'accord, finalement, eh bien, est retenu contre la personne. C'est-à-dire qu'on rend responsable la personne perçue
de la manière dont elle est perçue. Donc, normalement, être perçu, vous voyez, c'est quelque chose qui relève d'une passivité première. Vous n'êtes pour rien dans la manière dont vous êtes perçu d'une certaine façon. Mais justement, dans la manière dont fonctionne le racisme, dans ce qu'elle appelle le schéma, enfin, en reprenant Fanon, le schéma épidermique racial trouble complètement le schéma de la perception et finalement consiste à faire endosser la manière dont on voit à la personne qui est vue. Donc, ce n'est pas simplement, dit-elle, voilà, une personne qui est vue, mais c'est un péril. C'est pour ça que ça s'appelle, elle parle de paranoïa, white paranoia, et de paranoïa au sens où, vous voyez, dans la paranoïa, il y a cette idée-là qu'il y a une multiplicité de points d'agression possibles sur le corps qu'il faudrait défendre, et en l'occurrence celui des policiers. Donc, même si la personne est seule, il y a cet imaginaire, disons, racial du surnombre. Il y a vraiment une dimension démographique très importante dans le racisme, et notamment dans la perception du racisme, avec cette idée d'une invasion. Vous voyez, on voit très bien, vous voyez, que la question même autour de l'islamophobie, la question migratoire, de ce remplacement de population, etc. Il y a vraiment un délire, une phobie démographique dans tout racisme, notamment dans toute voilà, logique perceptive du racisme. Donc, il y a bien quelque chose de l'ordre d'une biopolitique. Elle reprend ces termes évidemment à Foucault dans La force de la non-violence. Elle mêle en fait Foucault et Fanon. Elle essaie de comprendre le schéma épidermique racial à la Fanon, qui reste dans un peau noir masque blanc, qui reste une phénoménologie finalement où c'est juste des rencontres ordinaires, des interactions, etc. Et puis la biopolitique, le concept de biopolitique chez Foucault, qui permet de comprendre l'échelle de la population et donc qui permet aussi de saisir finalement des affects racistes qui précisément consistent cette peur de l'invasion notamment, et donc du développement d'une subjectivité paranoïaque. Et donc, du coup, elle pose donc qu'il y a une spécificité de l'expérience vécue des masculinités noires aux États-Unis notamment. Donc, en s'appuyant sur George Yancey notamment, qui a écrit quand même à plusieurs reprises des textes sur, notamment, enfin voilà, surtout sur les masculinités noires dans la rue. Qu'est-ce que ça fait que d'être un homme non blanc, et alors plus spécifiquement, là, comme c'est pour les États-Unis, noir, de marcher dans la rue, reprenant un peu Fanon, mais voilà, en étant un peu plus en recontextualisant par rapport à la société nord-américaine. Et ce qu'elle montre donc du coup, c'est qu'il se passe quelque chose en fait dans cette manière d'être sans cesse stoppé, arrêté dans ses mouvements. Et ce qui se passe, c'est une forme de désingularisation de la personne. Je vais y revenir, c'est-à-dire une manière de ne pas reconnaître, par exemple, un visage à ces personnes, à tout un groupe social. Alors, la notion de visage, elle est reprise de manière critique à la phénoménologie de Lévinas, qui en fait pense le visage non pas de manière physiologique, mais au contraire comme ce qui permet finalement de formuler une adresse à autrui, et donc de la saisie du visage dans la rencontre, on va dire les interactions, mais c'est vraiment dans la rencontre avec l'autre, permet de constituer la personne comme non tuable. C'est vraiment cette idée-là de non tuable, non violentable. Le visage est censé empêcher l'exercice de la violence. Donc il y aurait vraiment cette responsabilité pour autrui, dès lors que ce que je saisis en face de moi, je le saisis comme étant un visage qui est davantage donc comme étant l'expression finalement d'une personnalité, donc d'une affect. Donc il y aurait une dimension comme ça interaffective chez Lévinas, au fait que je me retiens de la violence quand je vois un visage. Alors, elle est très assez critique de cette manière-là de penser, tout en essayant de voir ce qui pourrait être mobilisable, disons, ou heuristique, pour essayer
de penser justement des formes d'exercice de la violence ou à l'inverse des formes de non-violence, des politiques de la non-violence. Alors tout d'abord, ce qu'elle note, et premièrement déjà chez Lévinas, c'est que, qui parle des Palestiniens qui n'ont pas de visage, par exemple, Lévinas. Hein. C'est l'une des grandes critiques qui lui avait été faite à cette époque-là. Donc, qu'est-ce que c'est que ne pas avoir de visage? C'est être exposé à une survulnérabilité. C'est-à-dire que tout le monde est vulnérable, puisque c'est notre condition, j'allais dire, d'être vivant. C'est pas simplement humain, mais notre condition d'être vivant, c'est d'être vulnérable, c'est-à-dire la vulnérabilité, elle se définit comme ça chez Butler, c'est l'exposition à la blessure. C'est vraiment voilà, l'exposition à la blessure et donc à la possibilité d'être défait d'une certaine façon dans son intégrité corporelle. Donc c'est vraiment cette idée-là d'une possibilité d'une incision de la chair, etc. Et ce qu'elle montre précisément, c'est que dans le racisme, eh bien, le racisme fonctionne par défiguration. Il défigure les visages, il retire, il ôte, il dévisage à la fois dans les formes d'identification mortifère, mais aussi il défigure, c'est-à-dire qu'il empêche la reconnaissance des visages en tant que tels, il empêche de désingulariser les personnes. Donc, elle reconsidère un peu donc, cette manière d'appréhender les personnes à partir du visage dans une dimension biopolitique pour décider, pour le critère étant voilà, qui sera violentable et tuable et qui, justement, a le droit à la protection, notamment à la protection de l'État. Alors, du coup, je vais aller un peu plus vite parce que je vois qu'il est bientôt 40, mais juste dans cette manière de qui est tuable, violentable, etc., qui n'a pas de visage, c'est intéressant parce qu'elle montre par ailleurs que quand on saisit de manière phénoménologique, en fait, c'est pas simplement la phénoménologie de l'espace public, c'est à chaque fois, en fait, c'est la question fondamentale, c'est qui peut apparaître et qui est soumis à la disparition forcée, on va dire ça comme ça, ou prématurée. Et en l'occurrence, elle ne parle pas simplement donc des masculinités non blanches dans la rue, elle parle notamment dans la force de la non-violence, des féminités non blanches, et en reprenant d'ailleurs un programme de Black Lives Matter et de Kimberly Crenshaw qui s'appelle Say Your Name, qui dit son nom, pour toutes les femmes justement non blanches qui sont tombées sous les coups justement de la police, à un moment où elle demandait soit protection, soit à un moment justement d'une interpellation policière, notamment dans le programme No Knock Warrant, c'est quand on ne tape pas avant de prévenir, je ne sais pas comment on appelle ça en français. Et donc, il avait vu la mort notamment de Breonna Taylor cette infirmière, vous savez, dans son sommeil. Donc, on meurt en fait aussi de ne rien faire, d'être chez soi ou même d'appeler à l'aide, comme c'était le cas dans le Say Your Name. Alors, du coup, j'en viens plus particulièrement donc un peu à la troisième partie autour de la question de la biopolitique de la parenté et le lien avec l'insulte raciale. En fait, elle se pose de manière quand même fondamentale, qui a le droit, donc, notamment à une enfance protégée, ça c'est important, qui a le droit à une famille protégée. En fait, quand est-ce que la famille est protégée en tant que telle? Donc, elle reprend en fait je veux dire, ce thème de la famille qui est souvent vu comme quelque chose de très conservateur, etc., qui est souvent brandi même par les milieux conservateurs contre le progressisme en termes, pour les questions de genre. Elle reprend cette idée-là de famille. Qu'est-ce que c'est qu'une famille? Qu'est-ce que c'est que faire famille? Pour essayer justement de dénaturaliser la famille. Et là, elle rencontre aussi, notamment dans Antigone, la question très historique de qui, historiquement, a le droit de faire famille et qui, au contraire, a vu des formes de violence, des familles violentées, c'est-à-dire avec des intrusions forcées de l'État, du capital, et qui a donc séparé les membres, par exemple, de cette famille, qui a eu des maternités exposées à la blessure, à la violence, etc. Et donc, voilà, j'ai choisi de faire dialoguer cette fois-ci Butler avec Angela Davis, par exemple, et Tanya Davis, qui ont écrit
sur The Black Family and the Crisis of Capitalism, donc un texte qui est moins connu, parce qu'il est, voilà, il n'est pas traduit en français, et un autre plus connu, donc, de Hortense Spillers, qui s'appelle Mama's Babies, Papa's Maybe, donc les bébés de maman et les peut-être de papa. Enfin, les peut-être papas plutôt, les peut-être papas. Et où ces deux textes, en fait, font une critique d'un très fameux rapport, qui est le rapport Moynihan sur la famille noire, qui a été publié dans les années 60 et qui pathologise, en fait, les manières de faire famille chez les afro-descendants. Et c'est notamment en montrant, tout est remis sur le plan moral. Il y a une disqualification, par exemple, des pères qui sont considérés comme déserteurs, disqualification aussi des mères considérées comme étant trop omniprésentes et empêchant toute forme de présence paternelle, etc. Bon. Et donc, finalement, elle reprend ça donc très en filigrane comme ça dans Antigone, pour dire que finalement, ces intrusions dans la famille, cet empêchement, ces prohibitions vraiment de faire de la parenté dans les familles non blanches, sont complètement mêlées et ont des rhétoriques qui sont entremêlées à celles qui sont justement à l'encontre des familles non hétérosexuelles, enfin qui n'obéissent pas en tout cas à l'hétéronormativité des rapports conjugaux et des alliances conjugales. Alors, du coup, j'insiste beaucoup sur cette question de faire famille pour une chose très précise, qui est l'approche qu'elle en a à partir du deuil. Pour les questions de racisme, c'est important parce qu'à partir du moment où on parle de racisme, on parle du coup d'une définition très précise quand même, c'est l'exposition à la mort prématurée du fait justement d'être non blanc, d'être considéré comme non blanc. Et cette exposition à la mort prématurée, elle fait que dans les familles non blanches, il y a précisément plus de morts, d'une certaine façon, et de morts prématurées, ce qui conduit à des pratiques de deuil, à des politiques de deuil qui ont une dimension quand même une dimension spécifique, notamment parce que, comme elle l'a très bien montré, finalement, il y a cette idée comme elle l'a dit, la pleurabilité, elle est fortement ancrée justement dans la compréhension que l'on a à la fois du corps social digne, du corps national digne, et puis des corps abjects, réprouvés, qui ne peuvent pas appartenir. C'est vraiment cette idée-là, cette impossibilité d'appartenir à un corps social, et donc à un corps pleurable en tant que tel, d'avoir un corps pleurable en tant que tel. Et pour ma part, donc j'ai repris ce qu'elle dit à propos d'Antigone, hein, je la cite, elle dit: «Est-ce que Antigone, quand elle enterre son frère et qu'elle est donc condamnée pour ça, est-ce que elle l'enterre et elle prend soin de ce mort parce que c'est son frère au sens biologique?» Et en fait, elle répond que la parenté justement n'est pas quelque chose qui préexiste à l'acte performatif de soins aux mortes et aux morts, puisqu'elle pose, alors là je la cite, elle dit: «La parenté n'est pas seulement la situation dans laquelle Antigone se trouve, mais un ensemble de pratiques qu'elle met en acte, de relations remises en jeu à travers la pratique de leur répétition. Quand elle enterre son frère, elle ne le fait pas à partir de la parenté, comme si celle-ci lui fournissait le principe de son action. Mais ce qu'elle fait là est l'acte même de la parenté, la répétition performative qui remet en jeu la parenté sous la forme d'un scandale public.» Et ça, j'ai repris cette analyse-là pour comprendre, par exemple, dans la situation française, pour les victimes des violences policières, le fait qu'il y a une politisation en fait des sœurs très forte et des mères qui justement essaient de faire reconnaître la pleurabilité de leur perte, et le fait qu'il y a bien eu perte et que c'est pas voilà, juste comme ça un effacement, une disparition, il y a bien une perte et qu'il manque. Il manque non seulement à quelqu'un, en l'occurrence, mais il manque en fait socialement. Donc ce sont des vies manquées en tant que telles. Et
dans cette manière justement pour les mères et les sœurs, alors évidemment, je pense à plusieurs cas français. Bon, le cas peut-être le plus connu étant évidemment celui de Assa Traoré, mais il y a Ramata Dieng, bien sûr, pour son frère, elle a perdu son frère Lamine Dieng. Je pense aussi à, mince, son nom là m'échappe, Amal Bentoussi, bien sûr, qui avait perdu son frère aussi, Amine. Donc, toutes ces sœurs, la politisation en fait des sœurs, de la sororité au sens vraiment de la familiale du terme et de la maternité, la politisation de la maternité a un grand sens dans les luttes contre le racisme. Et donc, c'est pas, vous voyez, c'est pas quelque chose qui se sous-rajoute, les questions de genre, etc., mais ça a complètement à voir avec justement la façon dont le racisme procède par cet empêchement, cette prohibition-là de faire famille, y compris dans le deuil, d'en récupérer les corps, etc. Enfin, pouvoir les pleurer publiquement. Et donc enfin, peut-être que et puis je m'arrêterai là-dessus, mais je voudrais juste faire un bref moment sur l'idée de performativité qu'il y a dans le racisme et le fait qu'on ait souvent considéré ça simplement, souvent quand on entend performativité chez Butler, comme quelque chose qui relèverait simplement du discours, du langage, et que le langage produirait des effets. Et donc, il y aurait une espèce d'effet magique comme ça. Alors, elle s'en est évidemment elle s'est expliquée de ça, puis elle s'en est complètement écartée en disant que ce n'est pas la performativité, justement, elle ne l'entend pas comme cette idée que le langage produirait à lui seul magiquement justement les actes de l'énonciation qu'il formule, et qu'il faut bien au contraire entendre le langage non pas comme une performance individuelle, mais comme quelque chose qui structure les rapports sociaux dans leur ensemble. Et donc, on ne peut jamais réduire, et notamment c'est le fameux cas de l'insulte raciale, en l'occurrence, qu'elle a abordé, tout comme l'insulte sexuelle, on ne peut pas simplement l'aborder à partir d'une scène d'interaction uniquement entre deux personnes, si vous voulez. C'est-à-dire que ça fait sens d'essayer de comprendre le racisme ordinaire, le caractère ordinaire du racisme, mais précisément, en s'intéressant à ces scènes-là, dit-elle, il faut les repeupler. Et les repeupler, ça veut dire, contrairement à ce que pense la Critical Race Theory, donc c'est là où elle s'oppose à plusieurs d'entre eux et d'entre elles, c'est précisément dire que l'État est présent et ne pas demander la protection de l'État. Donc, pour vous dire rapidement, enfin, c'était un grand débat en fait dans les années 80, début des années 90 aux États-Unis autour de la liberté d'expression et notamment la question de la haine raciale. De savoir si il fallait ou pas limiter le premier amendement sur la liberté d'expression, si vous voulez. Et puis la Critical Race Theory, dont Kimberly Crenshaw, Marie Matsuda, Charles Lorenz et Richard Delgado ont publié un livre qui s'appelle Words That Wound, donc ces mots qui blessent, pour poser justement qu'il fallait restreindre cet amendement et protéger donc les victimes du racisme, de l'insulte raciale. En fait, c'est assez intéressant la manière dont elle le pose. Elle dit qu'elle n'est pas d'accord avec ça, en posant en fait que le langage, finalement, dans le théoricien critique de la race, dit-elle là, montre une croyance dans la souveraineté du langage et dans le fait qu'il y a une ontologie derrière du sujet qui voudrait que chacun maîtrise finalement complètement ce qu'il dit et les effets surtout de son énoncé, sans prendre en compte, et là elle se situe plutôt du côté de Toni Morrison, donc de la philosophie du langage, la théorie du langage, si on veut dire, de Toni Morrison, pour qui au contraire il y a une vulnérabilité du langage. Il y a quelque chose qui échappe, qui excède l'intentionnalité de l'auteur et qui fait que justement c'est parce que le langage a une part d'arbitraire, une part justement d'incontrôlable, qui n'est pas pleinement maîtrisée, qui n'est pas donc au-delà donc d'une conception instrumentale du langage, eh bien qu'on peut précisément s'en défaire ou le retourner, etc.
Donc, elle refuse déjà, du point de vue, disons, philosophique, cette idée donc d'une performativité entendue simplement comme le langage fait immédiatement, exactement, produit exactement ce que l'on veut qu'il produise. Donc, c'est cette réversibilité sans excès, finalement, entre l'intention de l'énoncé et ses effets qu'elle critique. Mais il y a aussi du point de vue politique. Elle repolitise la scène de l'insulte raciale. Et la repolitiser, dit-elle, ça consiste précisément à faire ce que ne font pas donc, les théoriciens et théoriciennes de la race, c'est-à-dire à considérer que l'État est présent dans la scène. En fait, au moment où, quand je me fais insulter, ou quand, enfin, insulte, etc., finalement, il y a une sédimentation de plein d'interventions, d'actes, d'états de violence d'État, etc., qui font qu'un tel acte, un tel acte est possible en réalité. Et donc, c'est cette idée comment dire, il y a une production, il y a une matrice, dit-elle, qui relève aussi de l'État, des institutions, pour comprendre justement la circulation de tous ces énoncés-là. Donc, c'est parce que l'État est complètement impliqué dans des formes de violence raciste que, par ailleurs, il y a la prolifération de ce type de discours. Et ensuite, troisième chose qui, moi, me semblait vraiment intéressante pour penser le racisme, c'est est-ce que nécessairement critiquer le racisme, c'est se positionner en termes de victime de racisme. Et là, c'est intéressant aussi parce qu'elle a aussi les critiques de ça, c'est-à-dire de cette idée-là que nécessairement, pour critiquer le racisme, ou justement, pareil, pour l'homophobie, etc., c'est son grand truc, en fait. Il faut remettre de la l'agency, comme elle dit, et donc se mettre dans une passivité complète, c'est finalement faire le jeu aussi d'une demande de protection de l'État qui demande toujours précisément à ce que l'on se positionne comme des êtres passifs. Vous voyez, par exemple, typiquement, hein, pour les questions de viol, etc., de ne jamais, par exemple, avoir montré la moindre action, etc., sinon celle-ci est retenue comme pouvant être comprise comme une forme de consentement à ou de provocation à l'acte justement de violence. Donc, voilà, je trouvais ça aussi intéressant de ce point de vue-là, de faire dialoguer ces théories critiques du racisme avec sa propre conceptualité, de la performativité du genre. Bon, merci, j'étais un peu longue, je suis désolée. Merci beaucoup pour cette conférence extrêmement claire et riche, je pense. Je ne sais pas s'il y a déjà des réactions, des remarques, que ce soit de préciser. Oui. Ouais, bonjour, Joyce. En gros, je ne suis pas du tout là. Parce qu'il y a dans le c'est là, du coup, je viens. Vous pouvez vous approcher, s'il vous plaît. Du coup, moi c'est Joyce. Moi, c'est Joyce, et du coup, je ne savais pas que tu étais là. Du coup, je suis venu pour écouter ta conférence. Et merci déjà pour. Merci pour cette conférence. Alors, moi, j'ai une question justement par rapport à cette question de l'État, parce qu'on y est, on est très. Enfin, du coup, c'est plutôt une question militante qu'une question universitaire, ou peut-être les deux, j'en sais rien. Mais du coup, sur cette question de l'omniprésence de l'État, moi, je suis une femme trans, et je le vois, en fait, je vois comment nous, on s'est aussi retrouvés dans une situation de vulnérabilité par rapport à l'État. L'État qui, maintenant, d'ailleurs, nous inscrit aussi dans les rouages de la loi immigration, au sens où maintenant, ils ont comme projet de ficher les personnes qui ont changé de prénom. Toutes les personnes qui ont changé de prénom ou de nom en France vont être fichées, dont les personnes trans qui ont changé de prénom, qu'elles soient blanches ou pas, ou pointues. En tout cas, il n'y a pas l'idée de faire un parallèle, parce que je n'ai pas envie de rejouer la scène de Wittig sur la question de l'esclavage, parce que les femmes trans noires existent aussi, les femmes transracisées existent aussi. Mais en tout cas, moi, j'ai vraiment cette question de, en fait,
peut-être à partir de Butler, ou qu'est-ce qu'elle en dit de ça, comment en fait on sort de cette dépendance face à l'État, parce que en fait, en dehors de l'État, il y a aussi, par exemple, en 2025, ils veulent toucher à l'ALD, qui va empêcher justement une bonne partie des personnes trans de pouvoir avoir leurs hormones, etc. Et comment, du coup, nous, on peut sortir de cette situation-là où on est comme coincé entre deux étaux, et là, on va être carrément fiché pour les personnes qui ont changé de prénom, etc. En tout cas, merci beaucoup pour cette intervention. Ah oui, mais alors moi, vous savez, moi, j'avais pas pensé du coup à cette double. En fait, enfin, c'est toujours quand on touche finalement aux droits des minorités, en l'occurrence pour des minorités migratoires. Effectivement, il y a toujours cette idée-là. Hein, c'est bien montré de toute façon que c'est des reculs en termes de droits, notamment de droits sociaux pour une majorité de la population. Mais là, il y a un renforcement en plus. Il y a un renforcement discriminatoire vis-à-vis des personnes, des personnes trans. Donc, moi, alors, moi, contrairement à ce que vous dites, moi, je ne trouve pas que ce soit la même chose que Wittig. Là, au contraire, je trouve que c'est précisément une pensée je sais pas comment dire, intersectionnelle, ou d'une alliance, enfin de penser de manière transversale, une forme de transversalité minoritaire, cette question de l'aide médicale d'urgence, cette question finalement, pareil, du fichage, du changement de prénom. Enfin, moi, au contraire, je trouve ça très, en termes de mobilisation, et si on parle politique, en termes de mobilisation politique, pour montrer que c'est une question justement d'intérêt, aussi d'intérêt général, en tant que précisément elle a une transversalité minoritaire, je la trouve particulièrement éloquente, hein, telle que vous venez de l'exposer. En fait, dans le cas de Wittig, c'était différent parce que c'était comme si c'était déshistoricisé. C'était l'esclavage tel qu'on l'imagine, et puis sans jamais en fait se pencher vraiment sur la question, parce que c'était en fait ça relève d'une tradition oratoire, rhétorique, dans les formes d'abolitionnisme en fait. De parler de l'esclavage de manière simplement métaphorique, on va dire. Et donc, dans les mobilisations féministes, il y avait souvent cette idée-là, voilà, c'est un esclavage, être femme, la femme est esclave de l'homme, etc. Enfin, c'est vieux comme. Et donc, elle puise un peu là-dedans d'une certaine manière. Là, c'est différent. Là, c'est très concret. Qui est concerné? Quel type de loi? Enfin, là, il y a des coordonnées en fait socio-historiques qui sont clairement établies. Euh, et ça touchera effectivement d'autant plus peut-être effectivement les personnes trans migrantes, certainement. Vous voyez, mais je ne trouve pas que ça les occulte en tant que tel. Non, à mon avis, au contraire, c'est une forme de mobilisation et de faire de la question migratoire une question aussi aussi une question queer. Moi, là, je trouve que ça se comprend et ça s'entend très bien. Alors après, donc sur la protection de l'État, c'est compliqué parce que, voilà, vous le savez, il y a notamment dans les mouvements féministes au pluriel, il y a à la fois des demandes des critiques de l'État et des demandes fortes de protection de l'État. Et tout le problème est toujours de savoir, notamment sur l'aspect punitif, finalement, quelles vont être les personnes, les groupes sociaux punis en priorité. Et le fait est que chez les théoriciens et théoriciennes et les militants de l'abolitionnisme pénal, il y a clairement cette explication, cette idée d'une surincarcération des personnes non blanches. Donc finalement, c'est très compliqué. Je pense qu'on ne peut pas répondre de manière générale, moi je trouve, sur le refus complet de la protection de l'État, ou à l'inverse, ça demande de manière indiscriminée comme ça. Je pense que ça dépend vraiment du cas de figure de ce dont on parle. Voilà, pour le harcèlement de rue, c'est pas possible. Voilà, il y a des ça dépend en fait en quelle configuration on se situe. Sur les violences conjugales, quand même, il y a des choses peut-être qu'on peut discuter. Et puis, demande de protection de l'État, c'est pas nécessairement l'aspect punitif.
Enfin, ça peut être des mesures d'éloignement, des choses comme ça, mais qui ne sont pas nécessairement de l'incarcération, etc. Donc, je répondrais en refusant le côté philosophique. Pour moi, c'est pas de manière trop générale. Là-dessus, je prendrais en compte finalement le contexte dont il est question. Par contre, moi, dans le dialogue de Butler, en tout cas avec la discussion de Butler avec la Critical Race Theory, c'était vraiment précisément sur cette idée du premier amendement et de la liberté d'expression. Moi, je la trouvais finalement assez intéressant du point de vue des arguments qu'elle avançait par rapport à la Critical Race Theory. C'est-à-dire, est-ce qu'on a plus intérêt est-ce qu'on doit empêcher toute forme de circulation des discours haineux ou au contraire les recontextualiser, les penser, enfin voilà, ouais, pour pouvoir finalement produire une critique aussi. D'autres questions? Oui, moi, c'est un peu pour prolonger la question précédente et puis la réponse aussi, du coup. C'est pas, enfin, la question n'est pas forcément très précise, mais ça tournerait autour du statut de victime et de sa possible redéfinition, parce que là, vous l'avez caractérisé comme une passivité complète et une demande de protection. Alors, moi, je travaille beaucoup sur les violences sexistes et sexuelles et sur les mobilisations des personnes survivantes, et qui travaillent plutôt à dynamiser et en tout cas, insister sur la gentilité qu'il y a aussi à se positionner comme victime, réclamant justement le droit à avoir un traitement judiciaire comme celui d'une victime, mais pas depuis une position ni de passivité, ni de demande de protection, puisqu'en fait, c'est plutôt un outil d'interpellation vis-à-vis de l'État. Oui, bah, il y a en fait ce qu'elle mettait en avant, mais je pense que je ne sais pas si la question était, mais c'est terminé. En fait, dans le statut de victime au sens juridique du terme, c'est-à-dire de porter plainte, en fait, le récit de soi qui est attendu, c'est effectivement de dire ce qui nous a été fait. Et donc, toujours de se mettre dans une position, mais qui est, j'allais dire, narrative, en fait, hein, de dire on m'a fait ça, j'ai subi ça, etc. Donc, d'une passivité première. Et que tous les éléments, en fait, qui montreraient une forme de clairvoyance ou d'agentivité, on va dire, peut être retenu contre soi. Donc, soit, au maximum, ça peut dire il y a eu un consentement à ce qui est arrivé, soit d'une forme que je disais d'incitation. Donc, c'est ça l'aspect paradoxal, on va dire, du recours en justice, où on doit nécessairement se constituer comme victime. Mais on a la même chose, j'allais dire, presque pour les récits, vous savez, de migration, où on doit dire pour obtenir le droit d'asile, on doit se constituer en victime absolue, en fait. En victime absolue. Et le problème, c'est que ces récits de soi ne nous laissent pas indemnes non plus. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un rapport très instrumental, etc. Bon, ben voilà, pour pouvoir enfin obtenir protection de l'État, etc. Enfin, en tout cas, en obtenant un statut de réfugié. Mais en même temps, ça dévitalise les situations complexes en réalité, et qui montrent bien que enfin voilà, que les situations dans lesquelles on se trouve ne sont jamais des situations de passivité ou d'impuissance totale, et heureusement, et qu'en réalité, c'est quand on demande par exemple un statut de réfugié, c'est parce qu'il y a une surexposition à la blessure, à la violence et à la mort, en fait. Et souvent du fait en l'occurrence pour les réfugiés, d'une certaine puissance supposée, de la part des pouvoirs publics ou de l'État
d'origine de la personne. Donc, c'est finalement, voilà, c'est cette complexité-là qui n'est pas prise en compte et qui ne permet pas non plus aux personnes de se défendre correctement d'une certaine façon. Mais je pense aussi que de manière plus générale, ça dépolitise en fait. Ça dépolitise les questions alors là, donc soit d'asile, je prenais cet exemple-là. Et aussi bien que le procès, c'est pas forcément, c'est très compliqué de politiser un procès, parce qu'il y a des enjeux, voilà, en termes de quel type de performance cette fois-ci, on va devoir assurer, pour être rendu crédible comme victime. Donc voilà, ça c'est je veux dire, c'est un peu le paradoxe en fait du coup d'une surexposition née parfois du procès lui-même ou de la judiciarisation des conflits et de leurs réponses et des violences pardon et de leurs réponses. Une surexposition en fait ça rend encore plus impuissant d'une certaine manière. C'est paradoxal parce que ce qu'on cherche c'est finalement à essayer de se dégager voilà, de formes d'emprise ou de violence ou de désespoir nées d'une violation, d'une blessure, etc. Mais après, voilà, je ne dirais pas que tout, encore une fois, là pour le coup, moi je mesure mes mots parce que je pense qu'il y a des formes quand même de judiciarisation qui peuvent être utiles. Donc c'est tout dépend de la manière dont on va le porter, etc. Mais c'est vrai qu'on peut tout à fait critiquer, par contre, je trouve avoir un regard critique sur la manière dont, en sujet de droit, pour voilà, porter plainte, c'est nécessairement se positionner uniquement du côté de l'impuissance. Et voilà, parce que ça vient renforcer des formes de vulnérabilité. D'autres questions dans la salle? Moi, j'en aurais peut-être une de curiosité. Juste une chose pour tout le monde. En fait, je pense que l'article dont tu parles de Butler a été traduit, mais dans une revue assez confidentielle qui s'appelle Politique en ligne. Et ça a été Politique Queer, donc comme politique, mais avec queer à la fin. Qui était une revue éphémère, malheureusement, qui cherchait à traduire justement des théories queer dans l'espace francophone. Du coup, c'est traduit par Céline Mouzon et c'est accessible en ligne. Encore, ouais. Il y a un petit titre qui est rose et blanc avec différents articles voilà, dans cette revue. Et à propos de théorie queer, je me demandais, je trouve le travail que tu as fait extrêmement original et passionnant sur le fait de ramener Butler vers aussi la critique antiraciste, mais inversement, il me semble qu'il y a eu aussi des critiques adressées souvent à l'œuvre de Butler sur le fait qu'elle ne prenait pas suffisamment en compte les questions de race. Du coup, je trouve ton geste provocateur aussi d'une certaine manière. Et je me demandais jusqu'à quel point tu intégrais justement les critiques qui étaient faites à son œuvre, je pense dans les mouvements queer of color anglophones, par exemple. Voilà, si c'était un dialogue qui faisait partie de tes réflexions. Oui, alors elle-même, elle le prend en compte déjà. Vu qu'elle revient dessus, mais ça, c'était un peu off record, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais dans les discussions, elle dit, c'est vrai, elle dit, je ne comprends pas, elle-même, elle dit, il y a une mélancolie de ma propre œuvre, elle dit, au sens où elle était proche, en fait, de Gloria, je veux dire, elle était amie de Gloria Ansaldoa, Audre Lorde, etc. Et elle me disait, Ansaldoa, elle se connaissait très bien, etc. Et pourquoi est-ce que ça n'a pas plus affleuré? Et là, elle dit, elle a été très, très prise, en fait, dans tout son
dans toute la pensée en fait continentale, philosophique continentale, en gros franco-allemande, pour le dire comme ça. Et donc ça, voilà, elle l'a pas vraiment déconstruit non plus en fait. C'est-à-dire au sens où elle l'a pas. Il y a clairement une manière en fait d'appréhender aussi, bah voilà, Beauvoir, Wittig, etc. Simplement, enfin, comme si c'était les seules théoriciennes un peu du sexe, de la sexualité et du genre à la même enfin, voilà, pourtant à la même époque qu'elle, il y avait aussi Hans Selberg, il y avait Lord, et du coup, il y a vraiment, enfin, des points de vue théoriques, hein, c'est juste pour vous, enfin, voilà, pour te répondre de ce point de vue-là théorique, il y avait pourtant et clairement ce dialogue, ce compagnonnage comme elle le dit, et qui ne ressort pas tel quel et dont elle, enfin, voilà, dont elle met ça clairement, elle appelle ça sa mélancolie, on pourrait dire ça, un peu le côté là, c'est un peu la colonialité, j'allais dire aussi d'une certaine enfin, voilà, philosophie qui n'est pas déconstruite en réalité aussi. C'est-à-dire que véritablement, penser, c'est penser à partir d'un corpus euh, voilà, de théoriciennes blanches en l'occurrence, qui hégémonique du point de vue de la circulation des idées, etc. Après, alors après, cela dit, du coup, moi-même, j'ai relativisé ça chez elle. C'est-à-dire que je trouvais quand même, moi j'étais attentive en lisant Butler, à tout ce qui pouvait être justement des formes de dette qu'elle avait vis-à-vis, quand même dans ses concepts clés, vis-à-vis de la théorie critique de la race. C'est-à-dire la mort sociale, ça vient d'Orlando Patterson, et c'est sur l'esclavage, la mort sociale. Alors du coup, nous, on l'a reçu comme étant complètement, pas déracialisé, n'est pas le bon terme, mais comme étant complètement en dehors de toute forme de question raciale, etc. Mais au départ, elle dit ça vient d'Orlando Patterson. Et elle le reprend pour penser la mort sociale des personnes queer, etc., donc non conformes aux attentes normatives de genre. Et donc, c'est avec les mêmes des conséquences très graves et qui ne fonctionnent pas simplement de manière analogique. C'est des formes de désaffiliation, etc., et puis qui peuvent conduire à une mort prématurée. C'est vraiment cette. C'est assez fort quand même. Donc, c'est pas juste une. Enfin, c'est mot quand elle emploie le terme de mort sociale. Mais c'est pris en France, la notion de mort sociale, quand on Butler, juste comme une forme d'invisibilité sociale, si vous voulez. Et c'est tout. Enfin, ça va au-delà, justement, simplement de la question de la visibilité au sens politique, d'avoir une voix, etc. Et puis ensuite, la notion de performativité quand même, de Denise Kondo, de Homi Bhabha, la mimicry, tout ça, c'est quand même, ça vient de tout ce domaine-là, de tout ce champ-là, des études alors post-coloniales pour Homi Bhabha. Donc, et puis elle discute beaucoup sur la question de la nation, de l'état de la nation avec Spivak. Enfin, en réalité, ils existent tous ces dialogues. C'est juste qu'on ne les a pas mis en avant. Quand on reconstitue, alors moi je suis en philosophie, mais quand on reconstitue la philosophie de Butler, jamais absolument jamais il en est mention. Je veux dire, alors que quand elle parle de la parenté, Heidi Hartman, donc, enfin, voilà, c'est quand même je pense qu'aussi, il y a un phénomène d'oblitération dans la réception aussi, et notamment en France, enfin, francophone et encore plus en France, où on ne retient finalement que ce qui est aussi, enfin, acceptable. Et déjà, ça ne l'est pas trop, hein, parce qu'on voit très bien, c'est pas trop acceptable non plus pour un gros champ, mais prendre tout en même temps, à la fois les questions queer, donc de genre, et puis les questions raciales, c'est plus compliqué en France, en fait, les questions raciales, tout simplement. Et il faut dire, ça l'est aussi considérablement, hein, les questions de genre, je ne dis pas le contraire, hein, et de queer, mais alors en plus, vous mettez dessus la race. Donc je pense qu'il y a quand même quelque chose de spécifiquement lié, je l'ai dit, à la réception française et au contexte français de traduction aussi. Traduction cette fois-ci au sens de traduction des contextes, des idées, de production des idées, etc. Et,
et du coup, il y a une forme de décontextualisation aussi de Butler en ce sens-là, et qui, comme je le dis à un moment dans mon livre, rejoue ce geste de finalement d'oblitération des questions raciales. Encore une fois, donc un déni aussi, un deuxième déni, si vous voulez, de la violence raciale et du coup du racisme, hein, et du racisme spécifiquement, encore une fois, lié à certaines lectures françaises, parce que je pense que ce qu'un philosophe a appelé c'est un peu l'épistémologie de l'ignorance. C'est vraiment cette idée-là, c'est le ne pas voir, ne pas dire, ne pas citer, ne pas s'y référer, et faire comme si, en fait, il y avait une autonomie complète de la question queer et de genre chez Butler. Finalement, bah, l'épistémologie, ça arrange bien. Donc, voilà, c'est une ignorance qui fonctionne comme redoublement de la violence raciale. Donc c'est renouer avec la phasie coloniale, ces formes-là finalement de silenciation. Après voilà, je ne dis pas que je trouve que faut quand même être attentif à ça, c'est-à-dire c'est pas évident non plus quand on lit les textes de Butler, c'est un peu aller les chercher parfois à la marge. Il y a des textes centraux, mais c'est pas forcément ceux. Alors, c'est White Paranoia, etc. Il y a des textes qui ont eu moins de fortune, on va dire ça comme ça, que d'autres. Il y a le texte sur Sartre et Fanon, enfin, elle a quand même pas mal écrit en fait sur Fanon. Et moi, ce que j'aime aussi surtout, c'est vraiment qu'elle est en dialogue avec. Elle peut avoir des positions critiques, de discussion, etc. Elle a aussi ses propres, encore une fois, forme pas d'amnésie, mais d'aveuglement. Par exemple, voilà, c'est Angela Davis qui dit ça à un moment à propos de justement la question queer et de ne pas prendre les phénomènes d'animalisation, de bestialisation et d'association, par exemple, de femmes lesbiennes, noires, cet exemple-là, qui ont été voilà, agressées, je crois que c'était à New York, etc., qui étaient associées à des louves. Elle dit ces tropes-là, il faut, ça a une histoire raciale en fait, de comprendre le lesbianisme noir dans la bestialisation dans l'histoire de l'esclavage et notamment des femmes noires. Donc voilà, elle dit Butler, ça suffit pas pour comprendre tout ça. Donc l'expérience cette fois-ci vécue, queer of color, donc vraiment queer non blanc. Donc il y a des faits, oui, bien sûr qu'il y a aussi des limites. Ouais. Mais bon, pour le coup, je trouve qu'elle applique bien ce qu'elle appelle l'épistémologie du doute. Elle doute, c'est-à-dire qu'il y a une inquiétude. Il y a une inquiétude chez Butler quand même, à ne pas considérer que justement ses propres théories devraient être englobantes, monolithiques de toute forme d'expérience, etc., ou s'appliquer de manière parce que métaphysique à l'ensemble des expériences sociales. Donc il y a vraiment au contraire une remise en cause aussi, une discussion critique de ses propres travaux aujourd'hui sur ces questions-là. Je savais elle dit qu'elle prépare un livre sur Octavia Butler, l'écrivaine de science-fiction afro-futuriste. Merci. C'est bonne sa question. Si j'ai le droit de monopoliser la parole, je vais en poser une autre, mais plus de contexte justement sur notamment justement la critical race theory que tu as évoqué plusieurs fois et son dialogue justement avec ces questions de la judiciarisation, etc. Et est-ce que peut-être tu pourrais expliquer un peu ce que c'est ce corpus théorique, parce que je pense qu'il n'est pas extrêmement
connu peut-être en France et notamment, il me semble, que j'en perçois, qu'il repose aussi justement sur un système judiciaire états-unien qui fonctionne assez différemment de la France. Et qu'est-ce que ça implique peut-être pour la traduction de ces débats-là aussi dans le texte français? Enfin, est-ce que ça fait partie des réflexions aussi peut-être à tirer de ce retravail à partir de son dialogue avec ce corpus? Oui, bah alors du coup, c'est des juristes au départ, et qui en fait veulent montrer en fait la manière dont le droit produit du racisme, et qu'il y a une production juridique véritablement du racisme, et qu'il y ait des approches, y compris des approches colorblind, vous savez, au sens de soi-disant indifférentes à la couleur, c'est-à-dire à la race, qui en réalité rejoue la race. Donc il y a cette idée-là qu'il faut prendre en compte la race comme outil critique pour pouvoir justement juger des politiques discriminatoires, voilà, des violences telles qu'elles sont posées dans le cadre justement d'une juridique et judiciaire aussi. Alors, donc voilà, c'est un peu, enfin, je le dis très rapidement, mais bon, en fait, maintenant, aujourd'hui, la Critical Race Theory désigne aux États-Unis, parce qu'elle a été quand même l'objet de fortes critiques de la part des néocons, comme on les appelle, les néoconservateurs américains de manière générale. En fait, ça désigne tout désormais, si on le voit, oui, comme un concept polémique maintenant, qui va venir désigner tout ce qui concerne les, les approches théoriques enfin, voilà, disciplinaires qui prennent la race comme outil critique. Donc, ça peut être des études littéraires, ça peut être psychanalyse, enfin, c'est vraiment en art, cinéma, etc. Enfin, ça peut être vraiment très, très, très varié. On n'est plus du tout dans le registre simplement juridique. Et de manière, de toute façon, même sans cette désignation polémique, de fait, il y a eu complètement une reprise en fait du geste quand même, l'intervention théorique de la Critical Race Theory dans son propre champ, qui a été repris dans bien des champs en littérature, sur les airs, pour la critique des airs culturels, avec j'ai déjà fait un peu avec la critique de l'orientalisme, etc. Mais vous avez vraiment cette idée-là que finalement, dans tous les domaines en fait du savoir, ça c'est fondamental. Il y a une production, enfin, il y a une production finalement qui vient du savoir épistémique, qui vient rejouer les injustices épistémiques, et notamment en termes ethno-raciaux. Et ça, c'est assez intéressant, parce que du coup, ça permet de repenser en fait les curriculums, les méthodes, les corpus, les bibliothèques. Enfin, vraiment, c'est très, très riche comme démarche, en fait, d'essayer de comprendre finalement ce qui a été les impensés un peu disciplinaires. Voilà, c'est juste pour donner un terme. Donc, du coup, ce qui fait que, au niveau on peut tout à fait, en fait, avoir une approche en théorie critique de la race, en France, en Italie, etc. Parce que, du coup, c'est pas simplement une question de contexte juridique rigide, comme ça. Au-delà même du contexte juridique, en fait, on peut tout à fait adopter cette démarche-là critique en sciences humaines et sociales, et qui prend pour objet finalement la race. Alors, du coup, peut-être c'était là, effectivement, dans le cas qui concerne la haine raciale, c'était vraiment à propos du débat juridique, mais il y a quand même derrière quelque chose d'une théorie du langage. Qu'est-ce que parler veut dire, enfin, voilà, du rapport entre les mots et les choses, les mots et les actes, notamment, plus précisément d'ailleurs, au-delà de la théorie de la représentation, le rapport entre les théories et les mots et les actes, et donc d'expliciter aussi ce que l'on entend par une théorie performative du langage, et notamment donc aussi du genre, une théorie performative de la race, etc., et qui ne soit pas simplement donc celle que voilà, prône par exemple
compris quelqu'un comme Catherine McKinnon, hein. Catherine McKinnon dans les fameux sex wars, comme on les a appelés, et qui voulait absolument prohiber les images pornographiques, comme disant qu'elles sont nécessairement avilissantes, etc., et qu'elles vulnérabilisent encore plus les femmes, etc. Ça s'est posé pour la question pour les jeux vidéo, pour le gangsta rap. Elle parle du gangsta rap aussi, Butler, c'est-à-dire que finalement, aussi, si on interdit le gangsta rap, si on commence à regarder soi-disant la violence, c'est encore une fois criminaliser des personnes et des populations, en l'occurrence, dont les modes culturels, en fait, les modes d'expression culturelle sont toujours ainsi criminalisés. Donc, et ça va au-delà, en fait, de la question simplement du droit. C'est vraiment qu'est-ce que parler, chanter veut dire, qu'est-ce que c'est que la création, en l'occurrence pour le gangsta rap, quoi. Gangsta rap, qu'il a été appelé, mais bon, le rap. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été claire sur la critical race theory, mais c'est vrai que ça va maintenant désormais au-delà de la théorie juridique. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, inspirations entre-temps? Si ce n'est pas le cas, peut-être qu'on peut se dire qu'on va aller profiter. Il y a un grand soleil qui nous fait signe de l'extérieur. Peut-être que ça donne envie d'aller retrouver l'air libre. S'il n'y a pas de regrets pour les dernières questions, on va aussi te libérer du coup, mais surtout te remercier infiniment pour cette présentation. Je pense qu'il va continuer à donner matière à réfléchir pour après. J'en profite aussi pour, à propos de cette question de l'analogie, fatigue et tout ça, dont il a été question, pour dire à tout le monde aussi que il y a un article d'Auria Bentoami sur la question de l'analogie chez Colette Guillaumin, qu'on trouve aussi en ligne et qui, je pense, est une bonne manière, puisque Wittig est très central aussi dans les milieux féministes et lesbiens récemment, ça donne une bonne porte d'entrée critique et réflexive sur sa centralité aussi, comme sur les différents corpus féministes qui ont mobilisé ces analogies, et c'est une manière aussi de réfléchir à quels sont nos outils au-delà de la réflexion théorique aussi dans les stratégies, qu'est-ce qu'on mobilise en fait rhétoriquement. Tu en as parlé pour les questions des rhétoriques abolitionnistes et j'ai trouvé ça particulièrement intéressant aussi. Donc un grand merci pour cette présence, même à distance, qui était très incarnée. Et Sarah Ahmed dit qu'être féministe, c'est être obstiné. Donc, je pense qu'on va s'obstiner à te réinviter à Lyon 2, en espérant que ça marche une prochaine fois. Avec plaisir. Merci beaucoup. Je vais terminer la réunion avec l'enregistrement. Attends, je vais arrêter l'enregistrement. Au revoir, ouais. À bientôt. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Alors tu m'es quitté, peut-être que ça va s'arrêter. Oui, je pense. Terminé. Je sais juste pas où il sera.